Go. Bonjour à tous, merci d'être venus. Hop, je vais m'asseoir sur là. Donc je suis là pour vous parler de comment transformer une application qu'on appelle legacy, existante, parfois monolithique, en utilisant Kubernetes et Istio. Donc en fait, avant ça, j'aimerais savoir un petit peu si vous utilisez Kubernetes, si vous utilisez les conteneurs Docker, si c'est quelque chose... Qui utilise Kubernetes déjà? Voilà. Qui utilise les conteneurs Docker? Un peu plus. Ok. Qui sait ce que c'est que Kubernetes globalement? Ok. Ok. Bah, de toute façon, ma présentation ne nécessite pas vraiment de comprendre en profondeur ce qu'est Kubernetes. En général, je commence par une petite explication rapide en 2-3 minutes de l'idée en tout cas. L'idée de la présentation, c'est plutôt de vous montrer qu'on peut prendre une application existante, monolithique, quasiment quelle qu'elle soit, et puis utiliser ces technos pour découper l'application, petit à petit extraire des bouts et les rendre plus modernes, mais tout en gardant un tout homogène. Hein. Et la plateforme Kubernetes, et en particulier Istio, vont vraiment nous aider à faire ça facilement. Présentation, donc moi je suis David Gageot, je suis développeur advocate chez Google à Paris. Auparavant, j'étais dans l'équipe d'ingénierie de Docker à Paris. Et donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développeur experience. Donc vraiment, tous ces outils-là sont à la fois côté développeur et côté prod. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup à la partie développeur. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant, à n'importe quel moment, après la présentation, pendant la présentation, ou alors sur Twitter ou GitHub. Donc, allons-y, on va transformer une application legacy. Alors, je vais prendre un exemple avec une application Java. Qui fait du Java ici? Quasiment tout le monde, presque tout le monde. C'est les proportions du marché. Donc moi j'ai pris une application qui n'est pas une application réelle, c'est comme une application vitrine démo. Hein. C'est le bon vieux Pet Store. Je ne sais pas si vous connaissez le Pet Store. Qui connaît le Pet Store ici? Ouais. Ah, pas tant que ça. Donc à l'origine le Pet Store c'était une application vitrine développée par Sun hein, pour montrer la puissance de la plateforme Java. Et donc il y avait du front, il y avait du back, il y avait l'objet relationnel, plein de trucs. Hein. Et tout ça dans une seule application bien monolithique, tout dans un seul jar ou un war, je ne sais plus, qu'on lançait, puis on avait tout dans une même appli. Ensuite, ça a été repris par plusieurs boîtes comme Spring Source qui a fait une version avec Spring. Et ici, moi j'ai une version qui a été reprise par Antonio Goncalves et qui l'a mise sur Java EE 7 à l'époque. Hein. Et comme je dis en rigolant, bah, voilà, on va prendre cette application, mais les développeurs sont partis, plus personne ne veut y toucher, on ne sait plus comment ça marche, mais on ne sait plus trop comment ça marche et on ne veut surtout pas changer une ligne de code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette application hein, et puis on va essayer de la modifier sans toucher à son code. On va la faire évoluer, on a des nouvelles demandes d'utilisateurs, on va essayer de la faire évoluer sans toucher au code. Ça va être marrant. Alors je vous laisse admirer la beauté de l'architecture du truc. C'est un monolithe, donc il y a tout dans un seul bloc. D'accord? Il n'y a pas les microservices, il n'y a pas le réseau, tout se parle dans un seul bloc. Normalement, il y a une base de données derrière quand même. Hein. Pour ma démo, la base de données, elle est en mémoire, mais ça s'applique très bien aussi si on a une base de données. Et donc, dans le Pet Store, actuellement, il y a une API REST, il y a des pages web qui sont rendues server-side, il y a de l'objet relationnel, il y a de la logique en tout genre, des composants en tout genre, c'est assez gros. Et on se connecte à travers une seule URL, et puis ça fonctionne. Juste pour vous montrer, là, je vais grossir un petit peu déjà. Hop. Juste pour vous montrer, je vais prendre en fait les sources de cette application qui sont sur GitHub. Actuellement, ils sont disponibles en libre service. Et je vais faire une image Docker à partir des sources. Alors ça, l'idée, c'est qu'avec Docker, on est capable, avec un fichier qu'on appelle Dockerfile, on est capable de donner les différentes étapes pour aller chercher ces sources sur GitHub, pour aller les compiler avec Maven. Ça nous donne ça à un point war, et ce point war, on va le faire tourner dans JBoss ou n'importe quel serveur d'application. Donc ici, j'ai décrit ces étapes-là dans un Dockerfile. Je dis, voilà, moi je vais utiliser Maven dans telle version. Je vais aller chercher les sources sur GitHub à cet endroit-là. Cette approche-là, ce n'est pas forcément celle qu'on va utiliser, mais celle-là, elle est marrante parce que je récupère jamais l'application sur ma machine. C'est Docker qui va aller chercher les sources, qui va les compiler avec un bon vieux Maven package en ignorant les tests. Et le résultat de ça va être
copier dans une autre image qui va avoir comme base JBoss. Et donc ça, normalement, je peux le lancer sur n'importe quelle machine qui a Docker installé. Donc normalement, tout ce que j'ai à faire, c'est quelque chose comme Docker build, lui dire voilà, tu prends, je vais lui donner un nom, degajos/legacy pet store. Comme je l'ai déjà buildé sur ma machine, normalement, ça devrait être rapide. En vrai, il va télécharger les sources, il va télécharger toutes les dépendances, et à la fin, il a un truc qu'on appelle une image Docker qui peut tourner soit sur une machine, soit sur un cluster Kubernetes. Et puis, juste pour vous montrer que ça marche bien, je peux le lancer. Et normalement, j'ai le fameux pet store. D'ailleurs, attendez, je vais le lancer dans la fenêtre suivante. Hop, on va faire ça. Docker run. Hop, normalement, on devrait même voir à quoi ça ressemble, c'était magnifique. C'est vraiment une application splendide. Je pense que la version originale était encore plus moche, mais on est pas mal quand même. On va attendre qu'elle démarre. Voilà, c'est magnifique, un pet store dont vous pouvez acheter les animaux. D'accord ? Ça, c'est juste pour vous montrer que déjà, en fait, je vois souvent des clients ou des utilisateurs qui me disent « mais conteneuriser mon application, est-ce que c'est difficile ?» Bah, pas vraiment, en fait. C'est 99% des applications qui tournent sur du Linux ou même sur du Windows maintenant peuvent être conteneurisées facilement. Un des intérêts de Docker, c'est que vous pouvez prendre les sources de votre appli, vous pouvez installer les outils qui sont nécessaires à builder l'application, même si ce sont des outils super exotiques qui n'existent plus. Si vous en avez une version quelque part, vous pouvez mettre ça dans votre build. Ça va tourner dans un conteneur donc de façon complètement isolée, et à la fin, ça va vous faire un binaire ou un war ou une archive ou un truc qui va pouvoir tourner en prod. Et vous voyez, avec le pet store, en final, en 10-15 lignes de Dockerfile, c'est bon, c'est assez facile à faire. Maintenant, on va déployer ça sur Kubernetes. Donc Kubernetes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qu'on installe sur une série de serveurs. Et à partir du moment où on a installé ça sur chaque serveur, eh bien, on peut parler à ce serveur avec une API standardisée. Et cette API va nous permettre de déployer nos applications, nos microservices, nos monolithes, peu importe, des applications stateful ou stateless. On va pouvoir les déployer sur un cluster Kubernetes, juste en décrivant dans des fichiers YAML ce qu'on voudrait voir tourner sur ce cluster. On ne va plus parler adresse IP, on ne va plus parler nom de machine, on va juste parler à cet ensemble de machines comme un tout, et on va juste dire, voilà, moi je voudrais faire tourner ce conteneur ou ces conteneurs, cet ensemble de conteneurs, et on va envoyer ça à Kubernetes, et Kubernetes va s'assurer que les conteneurs tournent bien quelque part sur une des machines. Donc ici, en fait, pour faire tourner mon pet store, j'ai besoin d'utiliser deux objets de configuration de Kubernetes. Il y en a un qui s'appelle le deployment et un qui s'appelle le service. Donc le deployment, c'est assez simple. L'idée, le gros, c'est ça. C'est le nom de l'image Docker qu'on veut faire tourner. Et puis, on va la faire tourner en un seul réplica. On va mettre des labels, mais ce n'est pas très important pour nous. Puis, on va lui donner un nom. Globalement, ça va nous faire tourner le conteneur quelque part sur le cluster. Si cette application, elle tombe, Kubernetes va la relancer. Ça, c'est déjà assez intéressant. Ensuite, si je veux que mes utilisateurs se connectent à mon application, il faut que j'utilise autre chose, c'est un service. Le service, en fait, c'est un moyen d'exposer ce conteneur à l'extérieur de mon cluster. Et donc là, je vais dire c'est un service de type load balancer. Donc c'est pas pour qu'un autre service parle à ce service, c'est vraiment pour mes utilisateurs externes se connectent au cluster et puissent parler à l'application. Et je peux définir un port sur lequel c'est exposé. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça. Vous allez voir le résultat. Pour info, toutes mes démos, là, elles tournent localement sur ma machine. Pourquoi? En fait, j'ai installé Docker Desktop. Je ne sais pas si vous connaissez Docker Desktop. Non? Pas trop, non? Donc Docker Desktop, c'est un moyen d'installer Docker sur votre poste Mac ou Windows. Donc vous installez cette application-là, c'est une application native, et vous vous retrouvez avec Docker sur votre Mac ou Windows, alors que normalement, les conteneurs Docker, c'est plutôt du Linux. Là, en fait, il y a des mécanismes, ça va faire tourner une micro VM sur votre machine pour faire tourner du Docker. Donc c'est idéal pour les développeurs qui vont travailler avec des conteneurs. Et encore mieux, même sur les versions récentes, en un bouton, vous cliquez là et vous avez un cluster Kubernetes d'un seul nœud, mais c'est quand même assez intéressant, sur votre machine, en local. Donc quasiment toutes mes démos, là, je vais les faire avec ça. Et donc, j'ai un cluster avec un seul nœud sur ma machine en local. Vous pouvez voir, en utilisant la ligne de commande Kubernetes, vous pouvez lui dire, tiens, donne-moi des informations sur les nœuds. Donc si tout se passe bien, je devrais en avoir un seul. Voilà, c'est la version. Il me dit juste même la version de Kubernetes qui est installée sur ce nœud. Je peux lui demander ce qui tourne. Déjà, sur mon cluster, pas grand-chose. Par contre, ce que je peux faire, c'est je peux lui dire, tiens, je t'envoie tous les fichiers YAML qui sont dans le répertoire K8s. Là, ici, j'ai donc dans K8s,
j'ai les 2 fichiers YAML que je vous ai montrés. Et donc, je peux faire normalement, si tout se passe bien, kubectl-apply, il va dire oui, c'est bon. J'ai créé quelque chose sur le cluster. Alors vous dites, ah, bah, j'espère que ça tourne. Donc vous pouvez lui demander un peu plus de détails, hein. On peut aller voir les différents conteneurs qui tournent. Et effectivement, il est en train de lancer mon pet store. Il est en train de lancer mon pet store et normalement, mon pet store, il est là. Voilà. Il est disponible. Il tourne sur mon cluster Kubernetes maintenant. Donc vraiment, prendre une application, la conteneuriser, la faire tourner sur Kubernetes, c'est assez facile. On n'a pas vraiment la puissance de Kubernetes là, parce que mon application, elle reste monolithique. Si elle meurt, elle va être redémarrée, mais le temps qu'elle redémarre, mes clients ils peuvent se connecter à rien du tout. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire évoluer cette application, déjà pour qu'elle réponde mieux à nos utilisateurs, et puis petit à petit, il y a des bouts qu'on veut réécrire complètement, hein. Mais la première étape de prendre l'application, en faire une image Docker et la faire tourner sur Kubernetes, c'est vraiment très rapide. Ok ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Kubernetes, lui, il a un mécanisme qu'on appelle de control loop, ou plutôt de control loops, il y en a plusieurs, hein. Chaque composant dans Kubernetes va toujours vérifier si ce qui est en train de tourner sur le cluster, hein, est bien en adéquation avec ce qu'on m'a demandé de faire tourner. Dans les fichiers YAML, j'ai décrit, voilà, je voudrais que ce conteneur-là il tourne sur un nœud ou sur n nœuds. Eh bien, en permanence, ces boucles elles vont dire, alors, je vais comparer ça avec ce qui tourne vraiment sur le cluster. Si à un moment donné, mon composant Java meurt, s'arrête à cause d'une erreur, d'un bug, peu importe, Kubernetes va s'en rendre compte, va dire, ah, on m'a demandé, il y a ce qu'il y en ait un qui tourne, il y en a 0, donc je vais le redémarrer quelque part. Soit sur le même nœud, soit sur un autre nœud. Mais ça, c'est pas très grave, on n'a pas besoin de trop s'en inquiéter, en fait. Et donc, Kubernetes connaît plein de types d'objets. Je vous ai montré déploiement, service. Il y a un nombre, peut-être une douzaine d'objets. On peut faire tourner des cron jobs, on peut faire tourner des applications stateful, des applications stateless, etc., etc. Il y a un nombre d'objets fixes, hein, qui est reconnu par Kubernetes. Donc moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que déjà, avec ça, on peut déjà commencer à faire un petit peu de travail de façade sur notre application. On peut commencer à faire un petit ravalement de façade et un peu la moderniser, hein. C'est assez facile, hein. Pour ça, en fait, je vais faire évoluer un petit peu mon application. Jusque-là, je vous ai montré que l'application elle pouvait tourner dans un conteneur Docker. Je vais en rajouter un deuxième conteneur. Je vais rajouter un conteneur qui pourrait être écrit dans n'importe quel langage, mais moi, je vais me faciliter la vie. Comme mon application, c'est une application web, hein, je vais utiliser Nginx. Vous connaissez tous Nginx? Non, pas forcément. HAProxy, Trafic, non. Donc Nginx, c'est un proxy HTTP ou un reverse proxy HTTP. C'est en général ce qu'on met en frontal de nos sites web. Donc souvent, on va avoir du JBoss avec un Nginx devant ou un Tomcat avec des Nginx. Et le Nginx, lui, va prendre tout le trafic de mes utilisateurs, hein, et puis il va l'envoyer au Pet Store. Par contre, hein, il va l'envoyer au Pet Store en modifiant certaines choses. Je peux activer certaines options. Par exemple, si vous jouez un peu avec le Pet Store, vous verrez que les URL, elles sont à rallonge. Ça, c'était sympa en 99. Maintenant, les URL, on essaie d'avoir des URL très, très claires, très concises. Il n'y a pas de page 404. Donc, si quelqu'un tape n'importe quelle URL ou qu'un lien est cassé, ça affiche une erreur très, très moche de JBoss. Hein. Et puis, toutes les pages devraient être compressées et elles ne le sont pas. Donc, ça, plutôt que d'aller coder et d'aller essayer de comprendre comment l'application Java, elle faisait ça, je laisse tomber tout ça et je vais faire porter ça par mon composant Nginx qui va être vraiment en façade de mon Pet Store. Il va prendre toutes les requêtes HTTP, il va éventuellement les modifier et puis il peut même modifier les réponses. Donc ça, c'est sympa, c'est une approche qui me permet d'apporter des modifications à une application existante sans toucher à son code. Et quand je dis, le problème, c'est pas vraiment de toucher à son code, c'est de se replonger dans la complexité des frameworks qui parfois ont 5 ans, ont 10 ans, ont 20 ans, et se dire, mais en fait, je sais pas comment on fait, et ça se trouve, on sait pas faire. Avec le web, hein, c'est assez facile, on peut vraiment jouer au Lego, hein, et avec les conteneurs, c'est encore plus facile, hein, parce que vous allez voir, on va être capable de faire tourner ces deux conteneurs-là, Nginx et Pet Store, sur la même machine. Hein. Ils seront toujours garantis de tourner au même endroit sur mon cluster, hein, et toutes les requêtes qui vont au Pet Store, en fait, vont passer d'abord par Nginx. Ça, c'est un pattern que j'appelle façade, qui est vraiment puissant. Alors pour ça, en fait, il faut que je modifie le YAML que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai toujours mon déploiement, il va toujours faire tourner le Pet Store, pardon, mais en plus, il va faire tourner une autre image Docker, qui est mon Nginx. Et pour ça, j'ai écrit un autre Dockerfile qui, lui, est très très simple, qui dit, voilà, je vais faire tourner Nginx dans telle version, et avec telle configuration.
la configuration, là, vous pouvez juste ne pas essayer de la lire, c'est pas très intéressant. C'est vraiment de la configuration Nginx. L'idée, c'est juste de dire, il va y avoir une page 404, il va réécrire un peu les URL pour les raccourcir, et puis il va mettre du gzip quelque part. Mais bon, c'est pas très intéressant, c'est juste pour vous montrer que je peux écrire un petit bout d'application ou un composant type Nginx qui va modifier les requêtes et les réponses à mon application. Et donc normalement, si je réapplique les YAML que j'ai modifiés, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reconfigurer à chaud mon application sur mon cluster Kubernetes. Donc jusque-là, il y avait un conteneur qui tournait. En fait, là, il va en démarrer un deuxième devant. Et normalement, si tout se passe bien, à un moment donné, c'est là où ça marche jamais. Alors, bon, c'est les effets démo. Donc, normalement, la première démo, c'est toujours un petit peu compliqué. Ouais. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'aurai passé la première démo, vous allez voir, ça va être facile. Hein. Ouais. J'ai peut-être trop de trucs qui tournent sur ma machine et qui utilisent tout ça. Attendez, on va faire ça. Vous fermez les yeux 2 minutes. Hein. Ou vous m'aidez, comme vous voulez. On va faire ça. Tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est les effets démo. Alors, je vais supprimer tout ce que j'ai envoyé à Kubernetes. Donc, normalement, ça va arrêter mon application. Et si elle est toujours là, c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trop de trucs qui tournent, c'est bizarre. Alors, ce qu'on va faire, j'ai aussi toujours l'option d'utiliser mon script de reset, hein, que je fais normalement avant chaque démo, que j'ai dû faire, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est parti. Donc normalement, il ne devrait plus rien avoir ici. Ouais, il n'y a plus rien qui tourne. Ok. À partir de maintenant, tout va marcher, je vous le promets. Presque sûr. Il faut que je retourne. Tac. Hop là, donc normalement là, il va parler à Kubernetes, il va recréer mon application PetStore avec sa petite façade. Et normalement, si tout se passe bien à droite, ça devrait enfin apparaître. Au bout d'un moment. On n'a pas de chance aujourd'hui. Alors ce qui se passe aussi, c'est que je suis en 4G sur ma clé, et puis il va quand même essayer d'aller chercher les images sur Internet. Il ne devrait pas en avoir besoin, mais... Allô? Ouais. Si, vous allez voir, ça va marcher. Ou pas. Ou pas. Ça, c'est l'effet sympa, ça. Alors j'ai fait la même démo à Genève la semaine dernière, ça marchait très bien. Donc j'y crois fort. Ce qu'on va faire, c'est juste pour vous montrer, on peut très bien aller voir un petit peu ce qui tourne sur mon cluster. Hein. Ah bah, ce qui tourne justement, c'est qu'il n'arrive pas en fait. Mon cluster qui est sur la même machine, mais il essaie de récupérer les images Docker et il n'y arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas à les récupérer? C'est intéressant. Ça ne devrait pas arriver. Mais vous avez en fait avec Kubernetes les moyens de débugger un peu ce qui se passe. Et il va me dire que... ah ouais, d'accord. Donc là, je pense que j'ai un problème de 4G. Vous avez un moyen d'avoir... Ouais. En fait, il essaye quand même d'aller chercher les images sur Internet. Il ne se rend pas compte qu'il les a en local. Hein. Normalement, en fait, Kubernetes, il va aller récupérer les images sur ce qu'on appelle une registry. C'est un petit peu comme Maven Central pour aller chercher des dépendances. Là, c'est aller chercher les images Docker. Et là, en fait, il essaye d'y aller et je ne sais pas ce qu'il me fait. Attendez. Google. Pourtant, Google fonctionne. Ça devrait fonctionner normalement. TLS uncheck timeout. Ouais, c'est pas cool. On va essayer de récupérer du... Guest, oui. Alors, on va faire ça. Tatin. Waouh. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, me posez.
Ok. Ah oui, d'accord. D'accord. Et donc... hop, hop. Ouais, je vais y un peu. Alors déjà, on devrait avoir Internet, en théorie. Ouais. Ce qui peut arriver, c'est que je sois quand même obligé de redémarrer mon petit Docker là, parce que lui, il apprécie pas trop qu'on change comme ça de réseau complètement. C'est-à-dire qu'en prod, vos serveurs, on va pas les changer complètement de réseau du jour au lendemain. Là, le Kubernetes, sur ma machine, tout à coup, on vient de lui changer toutes les adresses IP, les noms de domaine, tout ça. Donc je redémarre. Bah, après, ça va fonctionner forcément. Est-ce que vous avez des questions pendant que ça démarre, hein? Non, pas de questions, hein. Une question. Ouais, où ça? Ah. Est-ce qu'on a besoin d'une machine puissante pour faire ça en local? Pour faire ça en local, oui. Pour faire ça en local, oui. Après, le local, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Ce genre de problème-là, c'est peut-être mieux d'avoir un cluster Kubernetes partagé pour du dev, hein, dans lequel on peut faire un peu n'importe quoi. Un truc qui est sympa avec Kubernetes, c'est qu'on peut créer des namespaces. Et donc, on peut donner un namespace à chaque personne. Comme ça, il ne voit pas ce que les autres font, hein. Il a les droits sur son namespace. Ça permet de mettre un nombre de machines en commun. En local, ça a certains avantages quand même, hein. Mais c'est vrai que là, dès que vous changez de réseau, ça, c'est compliqué. La machine, vous l'entendez pas, mais elle commence déjà à souffler. Donc ouais, c'est compliqué. Dans ce cas-là, une question pour aller avec. Quand on veut pour le coup tester en local avec Kubernetes, Oui, vraiment en local, ouais, est-ce que c'est conseillé parce qu'il y a des solutions qui nous disent qu'il y a des minikubes et autres. ouais, Il y a certaines confs qui nous disent retour d'expérience, faites pas. ouais, Carrément, faites pas. Faites ailleurs, faites un compte dans le cloud. ouais, Il y a quelques mois, on avait fait au Vox Microservice, il y avait un workshop ouais. Kubernetes, on était sur Google Cloud, Mhm. ça marchait bien, ça coûtait pas très cher. Ouais. Est-ce que c'est plutôt cette voie-là que tu préconises pour Euh, l'installation en local? Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. En local, effectivement, Minikube ou Docker Desktop, c'est à peu près le même avantage et les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, c'est que voilà, la machine elle a l'intérêt à être plutôt costaud. Euh, les mêmes avantages, les mêmes problèmes, c'est qu'elle a l'intérêt à être costaud. Les mêmes avantages, c'est que c'est quand même plus rapide. Normalement, on n'a pas besoin de publier les images sur une registry. Euh, on a quand même quelques avantages au fait que ce soit complètement local. C'est plus rapide. Là, toi, tu es sur Mac, Ouais, et moi, je vois que par exemple, j'ai un problème que j'ai régulièrement sur ma machine, qui est une machine Windows, je ne ouais. vais pas te battre, mais c'est tout simplement que bon, le Docker Desktop, j'avais pas compris, mais c'est Docker for Windows. Docker for Windows, C'est ça, c'est Docker Desktop, c'est le nouveau avec nom. l'hyperviseur, c'est-à-dire sur Windows 10, par défaut, c'est Hyper-V. Ouais, Ce qui veut dire que quand par malheur, je veux faire tourner une machine virtuelle pour quelque chose d'autre, généralement, ce quelque chose d'autre, souvent, il n'y a pas l'image pour Hyper-V, qui nécessite d'avoir VMware ou VirtualBox. ouais, Ce qui veut dire que switcher de l'un à l'autre, de ce ouais, type de gestionnaire de machine virtuelle à Hyper-V, qui ouais. est le sous-jacent de Docker for Windows, Ouais. eh bien, ça nécessite de redémarrer son poste, ce qui est quand même particulièrement pénible. Donc, je n'ai pas trouvé de façon de faire autrement que ça. Mais en gros, quand je lance Docker for Windows, enfin, je Ouais, ne peux pas faire les deux à la fois. Et ouais, c'est toujours pénible. ouais, ouais. Donc, est-ce qu'il n'y Euh, aurait pas intérêt dans ce cas-là, Si, si, dans ces cas-là, simplement oui. aller sur le Dans cloud? ces cas-là, oui. Sur Mac, par exemple, vous pouvez avoir à la fois VMware et Docker Desktop. Et sur Windows, effectivement, on ne peut pas faire ça. Et en fait, c'est moi qui ai codé la première version de Docker for Windows, donc je connais bien les problèmes. Et à ce moment-là, il vaut mieux aller sur le cloud. Là, je suis en galère complète, là. Et vous avez un endroit pour conseiller pour faire ça sur le cloud Ah bah, moi, je travaille pour Google, donc je peux vous conseiller, je peux vous conseiller Cloud Google, hein. Ceci étant dit, si vous avez fait justement à VoxDays Microservice, je ne sais pas quel lab c'était. Il y en avait un qui était Kubernetes et Istio. Bah, c'était ils l'ont tout fait sur Google Cloud en fait. Je crois que c'était Octo qui Les le. gens de Sphère, hein, c'est les gens de Sphère, Oui, non? Lyon de Sphère, Ouais. pardon. Je devais le faire avec eux en fait, et puis j'ai eu un souci.
C'est que j'avais booké mes vacances avec ma femme au même moment, donc j'ai choisi plutôt mon épouse que le lab. Là on est drôle parce que en fait il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, bah, erreur pour l'image. Alors on va faire ça. On va y arriver. Je vous promets qu'on va y arriver. Ce serait quand même vachement dommage qu'on n'arrive pas à faire ça. Ah, ok. Avec le Wi-Fi c'est mieux. Et juste pour info, donc ça, kubectl, c'est la ligne de commande pour Kubernetes. Donc il y a pas mal de commandes qu'on peut faire avec. Et juste pour ma démo, moi je vais utiliser une autre commande qui est un outil open source sur lequel je travaille qui va me permettre de faire en gros les kubectl apply. Mais ce sera plus facile pour moi. Donc normalement pour lancer ma démo, moi je vais faire scaffold run, vous ignorez ça. L'idée c'est juste je suis en train de parler à Kubernetes et je suis en train de lui envoyer les YAML. Okay, et donc là, mon application elle tourne. Ouais, elle tourne. Donc on va aller voir si par exemple il y a une page 404. S'il y a une page 404, maintenant il y a une page 404. Et puis on peut aller voir un peu les URL. Vous voyez peut-être pas, mais maintenant les URL sont beaucoup plus courtes. Avant c'était / application pet store. Donc là on peut vraiment faire tout le travail qu'on veut pour retravailler les URL. On peut mettre un nom de domaine devant, etc. Et puis normalement, si tout se passe bien, maintenant ça devrait renvoyer des choses qui sont zippées. Gzip, vous voyez peut-être pas, derrière moi ici, gzip, ouais. Ok. Donc l'idée c'est, déjà, juste en mettant une petite façade devant mon site, eh bien je commence déjà petit à petit à rajouter, pas des fonctionnalités, mais à rajouter des choses à mon application. Et ça peut aller très très loin. Je peux vraiment développer une application complète qui va se mettre en face, qui globalement va laisser tout passer à mon pet store, mais qui va rajouter certaines fonctionnalités. Je peux déjà faire des choses assez intéressantes. C'est limité, mais c'est un pattern qui est quand même intéressant. C'est cette notion de façade là qui va intercepter tout le trafic, qui va changer à la fois les requêtes ou les réponses. Et puis ça peut être en fonction de l'URL, ça peut être en fonction de l'utilisateur, on peut faire des choses sympas. Surtout, retenez bien cette notion de façade parce que vous allez voir, c'est très pratique pour la suite de la présentation. C'est très pratique parce que là, on va essayer de rajouter plus de vraies améliorations à notre application. Alors, pour vous montrer, typiquement, une application qui tourne sur Kubernetes, imaginons une application avec plusieurs microservices, ici en bleu, et bien voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à Kubernetes, c'est un truc qui regroupe des serveurs, et il va faire tourner les conteneurs en bleu dans ce qu'on appelle des pods. Un pod, c'est vraiment l'unité la plus petite dans le monde Kubernetes. Dedans, il tourne un conteneur ou plusieurs conteneurs. Quand j'ai fait ma première démo, c'était avec un conteneur, et quand j'ai mis la façade devant, en fait, il y a deux conteneurs qui tournaient dans le même pod. Si j'arrête ce pod et que je le redémarre ailleurs, les deux conteneurs vont démarrer toujours sur la même machine. Donc ils peuvent se parler sur localhost, et puis il y en a un qui va prendre les requêtes pour les envoyer à l'autre. Et si je regarde le trafic d'un utilisateur qui utiliserait une application comme ça, en fait, il va se connecter de l'extérieur, il va parler à un bon premier microservice, qui va parler à l'autre microservice. Comme ça, les microservices se parlent en direct. Les conteneurs se parlent en direct. Alors moi, je vais vous présenter une autre façon de faire, c'est avec ce qu'on appelle Istio. Istio, c'est une surcouche à Kubernetes. C'est aussi open source. C'est finalement en fait des conteneurs très techniques qui vont tourner sur mon Kubernetes pour augmenter les capacités de Kubernetes. Istio va venir se plugger à des points d'extension de Kubernetes pour me procurer des fonctionnalités supplémentaires. Une fonctionnalité clé en fait d'Istio qu'il faut que vous compreniez, c'est cette notion ici, dans chaque pod, Istio va injecter un conteneur technique. Ça aurait pu être Nginx, mais c'est un autre proxy HTTP qui s'appelle Envoy, qui est écrit en C++. Et ce conteneur Envoy, lui, il va toujours intercepter tout le trafic qui va vers les conteneurs et qui sort des conteneurs. Ce qui fait que si je regarde le même cheminement d'un utilisateur, les requêtes elles vont partir de l'extérieur, elles vont passer dans un Envoy, vers le conteneur, sortir par le Envoy, aller à l'autre Envoy, etc., etc. Ça vous paraît plus compliqué, hein, mais le gros intérêt, c'est qu'en fait, Istio se positionne comme ça devant vos workloads applicatifs, et il va intercepter tout le trafic, et là, il va pouvoir, entre guillemets, espionner, donc voir qu'est-ce qui est appelé comme composant, qui appelle qui, il va pouvoir modifier les réponses, il va pouvoir modifier les requêtes, et il va pouvoir même modifier les destinataires de chaque réponse aux requêtes. C'est assez intéressant.
En fait, il a une position vraiment stratégique qui fait que tout le trafic passe forcément, non pas en direct entre les conteneurs, mais à chaque fois, il passe par des proxys. Et typiquement, une chose que peut faire Istio, c'est remonter plein d'informations qui sont capturées au niveau de ces proxys. Et on va pouvoir avoir du monitoring, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un service graph, donc qui va nous permettre de visualiser quel composant parle à quel composant. Tout ça, en fait, automatiquement grâce à Istio. Avec Kubernetes, vous n'avez pas ça. Kubernetes, en gros, c'est un truc pour agréger des serveurs, hein, pour leur parler avec une API normalisée. Déjà, c'est super, hein, mais surtout, Kubernetes, c'est quelque chose d'extensible. Et Istio utilise ça au maximum pour étendre la plateforme et pour que ça rajoute plein de fonctionnalités intéressantes pour des applications microservices. Alors moi, je vais utiliser Istio pour mon application monolithique, mais petit à petit, je vais lui rajouter des microservices. Ça vous va, ça? Ça vous parle, hein? Ouais. Pardon, une question. SEO, c'est beaucoup plus du temps réel ou c'est du asynchrone? Ouais, c'est plutôt temps réel. C'est plutôt une requête HTTP arrive, je l'intercepte et je l'envoie au backend, mais il n'y a pas de côté asynchrone là-dedans. Donc s'il y a un composant qui est plus rapide que l'autre, ça peut générer un goût d'étranglement chez le Alors, composant le toutes plus les rapide. remontées en pointillé, là, c'est du asynchrone. Les remontées d'informations en pointillé, là, ça, c'est asynchrone. Mais le chemin critique, en fait, il est synchrone, comme il l'était avant, hein. Voilà. Globalement, ça rajoute un overhead qui est malgré tout intéressant, qui vaut le coup vu les capacités qu'on va rajouter en fait à la plateforme. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais essayer de déployer une nouvelle version de mon Pet Store, une nouvelle version, une V2. En fait, ce sera toujours le même Pet Store derrière. Je vous ai dit, je ne vais pas toucher au code source du Pet Store, mais je vais changer un petit peu le Nginx, je vais rajouter encore d'autres fonctionnalités. Mais ce que je veux maintenant, c'est que je vais les faire tourner toutes les deux sur mon même cluster. Je vais les faire tourner toutes les deux. Et comment je vais savoir en tant qu'utilisateur si je me connecte à l'un ou à l'autre? Je vais configurer Istio pour qu'il définisse des noms de domaine pour chaque version. Donc ma version V1, je vais me connecter avec petstore.lol, et la version de dev, je vais me connecter avec dev.petstore.lol. Là, c'est pour vous montrer déjà que Kubernetes, ça va me permettre de déployer plusieurs versions en parallèle, hein, et d'orienter mes utilisateurs vers une ou vers l'autre en fonction du nom de domaine. C'est déjà pas mal. Et ça se fait de façon déclarative dans Istio. Je vais juste, en fait, alors premièrement, je vais dupliquer ma conf. Hein, je vous rappelais, j'avais un déploiement et un service. Là, j'ai un nouveau déploiement. Et j'ai un nouveau. Là, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. D'accord? Vous voyez la différence? J'ai juste changé les noms. J'ai changé le nom de l'image Docker. Hein, mais c'est la même chose. Donc maintenant, j'ai beaucoup de YAML. Alors, dans Kubernetes, si vous n'aimez pas le YAML, il va falloir vous y faire. Il y a du YAML partout. Mais ça va vous permettre de décrire de façon claire ce que vous voulez voir tourner. Hein. Si votre cluster il s'écrase complètement, vous redémarrez un Kubernetes, vous renvoyez le même YAML et l'application elle va redémarrer comme vous l'aviez précédemment. Ça c'est super puissant comme concept. Donc là je vais faire un deuxième déploiement et je vais configurer dans Istio ce qu'on appelle une gateway. Alors ça c'est intéressant. Cette petite ligne là, kind gateway, elle a l'air inintéressante. En fait c'est super intéressant. Ce type gateway, c'est un type d'objet qui n'existe pas dans Kubernetes. Kubernetes, il connaît déploiement, il connaît service, il ne connaît pas gateway. Gateway, en fait, c'est un nouveau type d'objet qui est supporté, qui est ajouté par Istio. En fait, Istio, quand on l'installe sur Kubernetes, il va rajouter plein de nouveaux types d'objets qui vont enrichir la plateforme, qui vont vous donner plus de possibilités en fait, dans la plateforme. Donc là, moi, je vais juste définir une gateway. Je vais lui donner un nom, je vais lui dire qu'elle configure Istio, peu importe, et je vais dire qu'elle expose sur le port 80 deux domaines, petstore.lol et dev.petstore.lol. Après, comment l'un pointe vers une version et l'autre pointe vers une autre version, je vais définir ce qu'on appelle des services virtuels ou des virtual services. Encore une fois, de la configuration YAML, mais là, l'idée, c'est de dire, quand quelqu'un se connecte sur dev.petstore.lol, il va parler au déploiement petstore.dev. Quand quelqu'un se connecte sur petstore.lol, il va parler au déploiement petstore. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'adresse IP, il n'y a pas de nom de domaine, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est vraiment des noms logiques. Tel déploiement, il va avoir tel domaine. Tel déploiement, il va avoir tel domaine. Et moi, tout ce que je fais, c'est renvoyer ça à... pourquoi je suis là? Ah oui, non, il faut que j'active Istio d'abord. Donc je vais activer Istio.
Je ne me rappelle jamais comment je fais, ça je crois. En fait, Istio, vous pouvez l'installer sur votre cluster, mais vous n'êtes pas obligé de l'activer. Vous pouvez l'activer soit globalement, soit namespace par namespace. Là, je l'ai activé pour mon namespace par défaut. Et puis, je vais déployer mon application. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé beaucoup plus d'objets. Hein. J'ai envoyé 2 services, 2 déploiements, 2 virtual services, une gateway. Donc là, en fait, j'ai 7 fichiers YAML qui ont été envoyés à Kubernetes. Et tout ça, ça va aider à configurer tout ça à chaud. Je peux à chaque fois modifier les YAML, renvoyer ça à Kubernetes. Kubernetes, il va faire le diff et il va reconfigurer tout mon cluster. Ça, c'est assez puissant. C'est assez puissant et normalement, ça marche, en vrai. Vous y croyez ou pas? Je vous ai dit que passer la première démo, ça fonctionnait toujours. Normalement, vous voyez, là, il y en a un qui tourne et il y en a un qui est en train de démarrer. Là. On peut faire ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il met tant de temps à démarrer. C'est une bonne question. Là, je l'ai mis en mode wait, donc j'attends qu'il démarre. Normalement, ça met 2 secondes à démarrer. On s'oriente vers un truc sympa. Ah, si, voilà. Le pod est en train de s'initialiser. Et là, il tourne. Et donc, normalement, mon application, elle devrait être là. Incessamment sous peu. Oh, ne faites pas ça. Elle n'est pas sympa, ma machine, aujourd'hui. Je crois qu'elle m'aime pas trop. On va essayer petstore.lol. Hein. Ah ouais, donc elle m'aime pas du tout, là. Ok, que se passe-t-il? Mon application tourne bien. Et le reste ne tourne pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. Dernière chance, je réinstalle Istio. Vous allez voir, Istio, c'est assez facile à installer parce qu'en fait, c'est juste plein de conteneurs hein, qui vont démarrer sur mon cluster. Vous avez vu, là, il y en a un certain nombre de fichiers YAML. Mais Istio, il est décrit comme mon application. Il est décrit dans des fichiers YAML. Bon. Je vais supprimer tout ce que j'avais et je vais tout réinstaller. Alors, ça a l'air de rien, en fait, être capable de faire ça avec Kubernetes, c'est quand même, ça montre aussi la puissance de Kubernetes. Je suis capable de faire tomber toute une appli et de la redémarrer telle qu'elle. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? On va l'arrêter complètement et on va la redémarrer. Et là, c'est ma dernière chance. On va terminating. Donc on va voir si ça tourne. Allez, Coco. Terminating. Je suis désolé. Ça va démarrer. Vous y croyez. Hein. Vous n'avez pas assez croisé les doigts, je crois. C'est ça, en fait, le truc. C'est que là, normalement, j'ai besoin qu'on croise les doigts très fort. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, alors là, ça va être très très dur si ça fonctionne pas. Petstore.lol ne marche pas. Alors... Petstore.lol, c'est bien là. Qu'est-ce qui marche pas? Là, par contre, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, j'ai plus d'idées. Tout marche bien, là, normalement. En fait, là, les 2 petstore, ils fonctionnent. Donc, on peut aller voir, par exemple, les logs en fait, de chaque composant. On peut aller voir, voilà, les applications Java, elles ont bien démarré. C'est Istio qui n'est pas bien configuré, qui ne veut pas m'envoyer le trafic, voilà, pour une raison très étrange. Donc on peut aller voir Istio si ça se passe pas bien. Ça c'est intéressant. Istio, en fait, vous pouvez aller voir. Istio, c'est des conteneurs comme les autres. Donc en fait, vous pouvez demander, c'est quoi Istio? Istio, c'est tout ça. Istio, c'est tout ça. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que sur ma machine, ouais, il vaut mieux avoir une machine un petit peu costaud. Hein. Parce que ici, voilà, Istio, c'est tous ces conteneurs, tous ces pods-là. Dans chaque pod, il y a 1 ou 2 containers. Il se trouve qu'il y en a un qui est pending, ça c'est super mauvais signe. Il y a un certain nombre de services. Et puis voilà. Et donc lui, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ça c'est super sympa. Tac, tac, tac. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours aller voir ce qui se passe, mais bon, c'était pas le but de la démo.
Donc lui, deployment as minimal availability, ta. Qu'est-ce qu'il nous veut? Si vous voyez un message d'erreur, vous me dites. Là, j'en vois pas. Non, il n'y a pas de message d'erreur. Il est top, lui. On recommence. Ah bah, le temps que je regarde, il a démarré. Vraiment sympa. Donc là, normalement, le déploiement, là, il est bon. Ah non, ready 0. D'accord, super. Là, vous êtes bluffé par la qualité des démos. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de logs. Et il n'y a pas beaucoup de logs, c'est ça? Génial. On va essayer de voir si c'est tombé en marche. Eh bien, ce sera une démo super sympa. Bon. Je vais réfléchir à une façon de corriger ça, mais on va avancer. Donc, ce que vous auriez dû voir, hein, normalement, c'est qu'effectivement, selon le domaine sur lequel mes utilisateurs se connectent, ça pointe vers une version ou vers une autre de mon application. Hein. Et vous auriez vu mes super talents de CSS. Hein, je vous aurais montré que j'avais fait évoluer mon application. Bon, tant pis pour nous. Alors, on peut faire mieux, j'espère. On peut faire mieux que ça. Typiquement, on pourrait très bien déployer les deux versions de l'application, mais avec le même nom de domaine, hein, et faire ce qu'on appelle un canary deployment. Je ne sais pas si vous connaissez les canary deployment. L'idée d'un canary deployment, c'est on va utiliser un nom de domaine, et derrière, on va avoir une ou plusieurs versions, enfin 2 ou plusieurs versions de la même appli, donc la version prod, la version la version N+1, la version N+2, et on va pouvoir orienter nos utilisateurs vers l'une ou vers l'autre, en fonction non pas du nom de domaine, mais en fonction par exemple d'un cookie ou d'un paramètre dans l'URL. Et donc globalement, en fait, on va être capable d'orienter en fonction de quel utilisateur est en train de se connecter. L'idée, c'est, vous vous en rendez pas forcément compte, mais quand vous utilisez des sites web à fort trafic, comme les sites de Google ou d'Amazon, vous n'êtes pas toujours en train d'utiliser la même version que le voisin. Vous êtes en train d'utiliser peut-être une version N+1, hein, et on a dit, bah tiens, tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs, on va essayer de les orienter vers cette nouvelle version. Donc là, ce que je voulais vous montrer, ça risque d'être compliqué, mais on va essayer quand même, c'est que dans ce mécanisme de modernisation de notre application, ça va être super pratique de déployer plusieurs versions en parallèle, hein, et d'orienter en fonction juste du nom de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire du tout avec Kubernetes. Kubernetes, par défaut, ne sait pas faire ça. Kubernetes, vous savez dire, voilà, des applications V1 et V2 tournent. Maintenant, vous devez les exposer sur des ports différents ou des adresses différentes. Avec Istio, on va être capable de dire, bah non, en fait, hein, au niveau des petits envoys, là, il va être capable d'analyser la requête et de dire, ah, je l'envoie vers telle ou telle personne, telle ou telle version de l'application. Alors, on va essayer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais définir ce qu'on appelle un virtual service. En fait, vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais déjà fait le virtual service, mais je vais rajouter de la configuration ici. Je vais lui dire que si les headers HTTP contiennent pour clé user pour valeur David, je change la destination du trafic et je l'envoie vers le petstore.dev. Sinon, j'envoie vers le petstore. Donc ça, c'est quelques lignes de YAML. Ça va me faire un canary deployment. Mes utilisateurs vont se connecter sur petstore.lol, hein, mais en fonction des headers HTTP, ils vont être envoyés vers telle ou telle version de l'application. C'est super puissant, quand ça fonctionne, bien sûr. On va essayer. Hein. Vous y croyez? Mais j'y crois plus beaucoup. J'y crois plus beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est très énervant. C'est très énervant. Ouais, j'y crois plus beaucoup. Il fallait bien que ça arrive une fois. Je l'ai fait à peu près 35 fois cette démo. Et juste pour vous, c'est cadeau. Ça marche pas. Ça veut dire qu'il faudra revenir. Il faudra revenir, c'est ça. Ouais, lui, je sais pas pourquoi il démarre pas. On peut réessayer quand même d'aller voir un petit peu ce qui se passe, mais effectivement, le pilote, il me dit qu'il n'est pas ready.
On peut essayer de remettre encore Istio, soyons fous. Default displacement un label, et on peut faire un petit ça. Ah, peut-être, attendez. J'ai peut-être. Tac. On y croit ou on n'y croit pas? Pour l'instant, on n'y croit pas. Pour l'instant, on n'y croit pas. Ce qu'on peut faire aussi, dernière étape, si ça ne marche pas, bah, tant pis, je ferai juste avec, sans les démos. On va essayer de faire ça. On va supprimer ce déploiement-là. Tac, non, c'est pas ça. On va le supprimer, soyons fous. On va remettre Istio. Pouf. Là, peut-être. Oh oh. Ah ah. Oh oh. Non, vraiment pas. Ok, bah tant pis. Vous allez voir l'idée du truc, mais pas forcément comment ça fonctionne. Donc là, l'idée, c'est que normalement, je me serais connecté sur petstore.lol, hein, et puis, en fonction de qui je suis, donc par exemple, si je me suis authentifié au début, ça va mettre un cookie. Ce cookie, il aurait été utilisé pour m'envoyer vers telle ou telle version. Moi, j'avais une petite extension dans Chrome qui était intéressante. J'avais une petite extension ici, dans laquelle je pouvais dire, voilà, je suis l'user qui est David, hein, et en fait, en me connectant au même domaine, tout à coup, j'aurai la version N+1. Si j'enlève ce cookie, je me suis à la version N. Et ça, c'est super puissant. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir en prod une version N+1 à un groupe d'utilisateurs super restreint, en fonction d'un cookie ou en fonction d'un nom d'utilisateur. Ça, l'idée, c'est pré-prod, prod. Vous pouvez comme ça un petit peu avoir des bords un peu plus flous, hein, et vous pouvez essayer de déployer des versions qui ne sont pas ouvertes à tous vos utilisateurs, hein, mais qui sont ouvertes qu'à certains utilisateurs. Ça, on s'en fiche. Un autre truc que vous pouvez faire, hein, c'est à partir du moment où vos utilisateurs internes ils ont testé l'application et qu'ils trouvent que l'application répond bien au cahier des charges, ça répond bien aux besoins, à ce moment-là, on peut commencer à l'ouvrir, hein, à des vrais utilisateurs. Et plutôt que de basculer de la version N à la version N+1 comme ça, en Big Bang, hein, on peut au contraire dire on va l'ouvrir à un certain pourcentage des utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un blue-green deployment. On va avoir deux versions de la même appli qui tournent, hein, mais on va avoir 80% du trafic qui va vers la version N, et puis 20% qui va vers la version N+1. D'accord? Ça, encore une fois, c'est impossible à faire avec Kubernetes. De base, Kubernetes ne sait pas faire ça. En fait, vous allez devoir utiliser Istio et configurer, de la même façon que j'ai fait le Canary Deployment tout à l'heure, je vais le configurer, mon Blue-Green Deployment, hein, en disant, voilà, ce Virtual Service PetStore, je change le YAML que j'avais tout à l'heure, je l'enlève, et je le configure comme ceci. Je dis, voilà, 80% du trafic qui va vers PetStore, en fait, il va aller vers le déploiement qui s'appelle PetStore, donc ça c'est ma version N, et 20% va vers la version Dev. Et je peux après faire changer ses poids, bien sûr, à chaud. À chaque fois que je vais renvoyer ce YAML-là à Kubernetes, ça va reconfigurer les petits envoys, hein, et ça va faire donc du load balancing avec des poids comme ça dessus, à chaud, sur mes différents backends. Donc, on ne va pas rêver que ça fonctionne. On peut le lancer. Ils disent que c'est pas assez de mémoire. Comment? Sur Internet, ils disent que c'est assez. Ouais. Normalement... Ah! Allez. C'est une bonne remarque. Je crois que... Merci d'avoir regardé. On va le faire redémarrer. Et effectivement, je n'avais pas vu, je l'avais configuré à 2 Go. C'est une erreur de ma part. D'habitude, j'en utilise 12. Hein. On en revient à la question tout à l'heure. Hein. Ça utilise des ressources, quoi. Là, ça utilise Seeker, hein, et 12 Go. Seeker ne sont pas nécessaires, mais la mémoire, ouais, 2 Go, c'est carrément pas suffisant. 2 Go, c'est suffisant pour faire du Kubernetes, faire tourner des petites applications. Après, il faut la mémoire pour vos applis, et il faut la mémoire pour Istio. Voilà, donc sur le cloud, c'est vrai que c'est plus simple. De toute façon, on se rend compte que quand les équipes commencent à faire des applications avec beaucoup de microservices, hein, la plupart déploient en fait sur un cloud pour du dev, hein, plutôt qu'en local.
Donc merci d'avoir regardé. Peut-être qu'on va avoir une démo qui marche. Ça serait... ouais. Et là, le principe du Canary et Ouais. montage Ouais. qui se base sur des données externes, comment on peut l'implémenter sans faire recours à Istio ou Kubernetes d'une manière plus ou moins from scratch ou traditionnelle Bah, à ce moment-là, vous pouvez utiliser par exemple Envoy vous-même. Hein. Envoy, c'est un proxy HTTP. Vous pouvez le faire tourner vous-même sur votre infrastructure. Hein. Et là, Envoy, il sait faire ce genre de choses-là. C'est beaucoup plus facilement configurable avec Kubernetes, Istio et tout ça. Mais c'est le genre de choses qui existent déjà, qui existaient avant, et vous pourriez le faire vous-même. Vous pouvez imaginer même de le coder complètement vous-même. Hein. Il faut juste coder un proxy HTTP. Mais le mieux, c'est d'en utiliser un qui existe. Le problème, c'est que si vous faites ça, par exemple, avec... imaginez, vous avez des serveurs, vous faites tourner votre application, une V1, une V2. Hein. Donc la V1, elle va tourner sur le serveur 1. Donc là, vous avez vraiment les noms des machines, les adresses IP. L'autre, il va tourner sur la version sur le serveur 2. Et Nginx, vous allez configurer pour que 20% du trafic aille sur serveur 1, 80% sur le serveur 2. Là, vous avez vu ici, moi, j'ai un niveau d'abstraction supérieur. Hein. J'ai les noms de version. J'ai plus des noms de machines, j'ai pas des noms de serveurs, etc. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Ouh, ça commence à souffler. On y croit ou pas? Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois absolument pas. Mais, bon... Ah, il y a... Oh, si, ça va le faire, là, ça va le faire. Attendez. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ça marche pas du tout, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Wow! Wow! Alors, attendez, on va faire... Si vous avez... Tac. Soyons fous. Merci beaucoup. Donc normalement, là, je devrais avoir un Canary deployment. Alors, Canary ou pas. Non, mais non, par contre, il faut que la démo, elle marche, par contre. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on y va. Tac. Donc là, c'est en train de démarrer. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Istio, il a démarré, mais mon application Java, mais elle prend son temps. Le Nginx qui est devant, il a démarré, mais l'application Java, elle prend son temps. Tac. Alors, c'était pas celle-là que je m'attendais à voir. Si, bah si, bien sûr. Ah, bah voilà, ça marche en plus. C'est incroyable. Alors là, ça marche. Donc, mon application petstore.lol, je suis connecté dessus, c'est la version V, la version N. Ça fonctionne super bien. Et moi, si je dis, attention, je suis l'user David, et bien, juste en changeant ce header HTTP, boum, je suis en train d'accéder à la version N+1. Donc mes testeurs internes, soit je leur dis de faire cette manip-là, soit en fait dans mon application, en général, il y a une mire de login, et je vais utiliser des informations qui sont dans le cookie pour faire ça. Là, j'utilisais juste un petit header HTTP. Ouais, merci. Donc, Blue-Green Deployment, on y croit fort. Là, j'ai mes 80-20. Donc là, il va se passer un truc que vous ne voulez pas faire en prod, c'est que 8 fois sur 10, je vais voir l'ancien site, 2 fois sur 10, je vais voir le nouveau site. À chaque fois que je rafraîchis, j'ai une chance d'aller sur l'un ou sur l'autre. Donc c'est pas super sympa. Vous allez voir, je fais des rafraîchissements. Hop, nouveau site, ancien site, nouveau site. Ok. C'est pas super, mais c'est exactement ce pourquoi j'ai configuré Istio. Il fait du blue-green, donc il fait 8 fois sur 10 sur l'ancien site et 2 fois sur 10 sur le nouveau site. Donc ça, par exemple, pour une application comme ça avec une CSS différente, c'est super atroce. Vous voulez surtout pas ça. Par contre, un microservice qui parlerait à un autre microservice, ça vous permet comme ça de dire, tiens, bah, 1% du temps, je vais utiliser ce nouveau microservice et je vais voir comment ça se passe. Je vais monitorer tout ça et je vais voir comment ça se passe. Là, je le montre avec la style sheet, c'est plus visuel. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Istio, le Wi-Fi... Avec Istio, vous avez le moyen de faire du monitoring là-dessus. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Tac. Vous connaissez Grafana? Non? Grafana, c'est une solution de dashboard, en fait, pour vous montrer n'importe quel type d'information. Et là, il est plugué directement à Istio. Et comme Istio récolte toutes les URL qui sont appelées sur mes différents composants, en fait, je vais pouvoir voir ça dans mon dashboard. Je vais pouvoir voir un dashboard, par exemple ici, je vais pouvoir voir
C'est l'effet démo encore une fois. Moi, je me suis perdu tout seul avec tout ça. Hop, Istio workload. Donc ici, je peux vraiment voir les différents composants qui sont appelés sur mon application, hein. Donc par exemple ici, on va peut-être le voir en grand. Hop. Ici, en fait, là, vous ne voyez pas forcément, c'est petit en bas, mais vous avez les différentes versions de mon application PetStore qui sont appelées. Et si jamais j'envoie un petit peu de trafic sur mon application, on va faire tourner. Oh là là, mais c'est mon effet. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui, hein. Tac. On va envoyer un petit peu de trafic à tout ça. Normalement, on devrait le voir. Ou pas. Hop. On va envoyer du trafic sur mon application. Vous allez voir, normalement, vous allez voir les courbes. On va faire rafraîchissement toutes les 5 secondes, par exemple. Toc. Apply. Donc là, vous allez voir que mon PetStore répond dans 80% des temps et que la version dev répond dans 20% des temps. Et je peux même voir en fait dans quel cas ça répond avec une erreur HTTP ou pas avec une erreur. Donc tout ça en fait, ça vient par défaut quand je déploie Istio. Ce qui est super, c'est quand vous avez des applications HTTP ou gRPC ou HTTPS, vous allez avoir ce type de visibilité qui vont vous permettre de débugger vos applications, qui vont vous permettre de mieux comprendre comment elles sont utilisées, etc., etc. Donc par exemple en bleu tout là-haut, c'est mon PetStore par défaut. Et puis quelque part, la version dev, elle est en PetStore dev, elle est en là, ça c'est le cyan en bas, tout en bas. Donc 20% des cas et 80% des cas. D'accord? Et si je change mon YAML, vous allez voir que normalement ça va s'inverser, hein. Je ne sais pas si je vais tenter ça carrément. Allez, on va tenter ça carrément. Il n'y a rien qui marche, c'est quand même abominable. Bon, je ne vais pas vous le montrer ça, on ne va pas forcer le dessin. Mais donc voilà, moi je saurais pu reconfigurer tout ça à chaud. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça marche aussi de service à service. C'est-à-dire que si vous commencez à déployer plein de microservices, vous pouvez dire tel service, il va parler à tel autre service, mais avec des poids différents pour parler aux différentes versions. C'est très pratique pour déployer des nouvelles versions de chaque service. Donc pour finir, en fait, je vais vous montrer que là, on va justement vraiment sortir une partie de notre application PetStore, hein, en faire un nouveau microservice moderne, et on va mettre de la glue entre ce nouveau microservice et l'ancienne application PetStore grâce à Istio. Donc typiquement, si je regarde mon application PetStore, il y a une partie API REST, il y a une partie que j'ai appelée backend, accès à la base de données, il y a des pages d'administration et des pages pour tous les utilisateurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les différents animaux. Donc moi, je vais réécrire une partie de cette application sans toucher à son code. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple la partie UI, hein, je vais la recoder dans des technologies plus modernes, hein, et je vais m'assurer que mes utilisateurs se connectent soit à cette nouvelle partie, soit à l'ancienne, en fonction des URL qui sont appelées. Et ça, je vais faire la configuration entièrement dans Istio. Ça va donner quelque chose comme ça. Vous avez le PetStore ici, avec son petit frontal Nginx. Vous avez la nouvelle partie, la nouvelle UI que j'ai développée en Go. Cette nouvelle UI, en fait, d'où elle récupère ces données? Elle récupère en les demandant au PetStore. Elle va utiliser l'API REST du PetStore. Et Istio va être configuré pour aller soit pour envoyer mes utilisateurs soit sur une version, soit sur une autre, en fonction des URL. Donc tout ce qui est /, /UI, /API, ça va aller sur ma nouvelle application. Tout le reste va sur le PetStore. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai juste à redéployer un nouveau workload sur mon cluster Kubernetes, c'est mon nouveau microservice. C'est 2 images Docker, donc là la partie en Go, là la partie Nginx. Et puis, je vais reconfigurer Istio pour orienter en fonction des URL. Donc typiquement, si l'URL c'est /, on va parler à un nouveau composant qui s'appelle UI. Si c'est /UI, c'est aussi UI. Si c'est /API, c'est UI. Si c'est cette URL-là exactement, ça va aller, il va faire un redirect. Et puis, dans tous les cas, sinon, il va parler au PetStore. Mais vous allez mieux voir en fait en vrai ce que ça va donner. Je vais redéployer tout ça. Donc encore une fois, là, il a reconfiguré tout à chaud. Il a démarré un nouveau composant en Go dans un nouveau pod. Il a reconfiguré Istio pour que on oriente les utilisateurs en fonction de l'URL. Et donc, en fait, maintenant, j'ai ma nouvelle appli. Ça, c'est une nouvelle UI, hein, que j'ai développée.
des technologies modernes. C'est l'occasion de remoderniser tout ça. Là, c'est du JavaScript dans le front-end, du Go au back-end. Mais les données, on ne les a pas inventées, elles viennent toujours du Pet Store. Si mon utilisateur se connecte sur les pages d'admin, on l'envoie toujours vers le Pet Store. On n'est pas là pour réécrire tout d'un coup, hein. On est là pour sortir un petit bout, le plus petit possible, le sortir dans un microservice moderne, configurer la glue de notre plateforme pour que ça aille vers l'un ou vers l'autre. Si je clique ici, ça va revenir dans ma nouvelle appli. En fait, mon utilisateur ne sait pas qu'il est en train de parler à deux applis différentes, parce que les données elles sont cohérentes, et parce que Istio va faire la glue entre les deux. OK? Et en fait, on peut aller voir un petit peu, c'est même assez marrant, c'est que cette nouvelle UI, elle va utiliser une URL qui est quelque part ici, /categories. Ça, c'est du JSON. C'est le JSON qu'on obtient, qui nous sert à afficher les différentes catégories d'animaux. En fait, si vous allez voir mon application Pet Store, le JSON, il ressemblait pas à ça. Il était 10 fois plus long. C'était du JSON qui était généré à partir d'Hibernate. C'est super illisible. Donc moi, mon application Go, elle prend ce truc-là, elle prend que ce qui l'intéresse et elle publie un nouveau JSON super propre, super limpide pour l'UI. Donc vraiment, c'est une occasion de moderniser votre application, tout en s'appuyant sur l'existant. Hop, on a une démo qui a fonctionné, incroyable. Hop, presque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un service graph automatique qui va nous montrer l'architecture de notre application. Là aussi, on va croiser les doigts. Hop. Admin, peut-être. Ah ouais, c'est fun. Celui-là. Tac. OK. Donc ça, en fait, Istio me fournit un composant qui essaye de faire ce qu'on appelle un service graph. Donc il essaie de me montrer le graphe de dépendance entre mes différents microservices. Avant, j'avais un truc monolithique, tout se passait en mémoire. Là, j'ai deux composants qui se parlent sur le réseau. Si je veux voir qui parle à qui, c'est assez compliqué normalement. Mais là, Istio, lui, il voit vraiment quel composant parle à quel composant, et il va pouvoir nous montrer des choses comme ça. Alors, bien sûr, effet pourri. On va envoyer du trafic sur l'application. Et donc normalement ça va être mis à jour. On va le rafraîchir toutes les 5 secondes, ça m'en fout. Donc là normalement voilà, ça va commencer à nous montrer en fait ce qui se passe entre mes différents services. Alors c'est pas très clair, mais bientôt ça va l'être. Normalement il y a une partie du trafic qui va vers l'UI, et l'UI elle parle au Pet Store. Le temps que ça se fasse. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de chance avec les démos, donc on va pas le faire. On va espérer que ça tombe en marche. Mais globalement, en fait, ce que ça va montrer, c'est de façon dynamique les liens entre mes différents composants. Typiquement, quand vous faites des applications de microservices, très très vite, en fait, vous ne voyez plus, vous comprenez plus quelle est l'architecture de votre appli. On a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent « mais aidez-moi à installer Istio parce que moi j'ai 300 microservices, je ne sais plus qui parle à qui ». C'est un enfer. On a les docs, la vérité ne ressemble pas du tout aux docs. Et donc, on a du mal. Et donc, là, avec ça, vous allez pouvoir voir les dépendances entre les services. Alors, bien sûr, je vous dis ça, mais ça ne marche pas très bien. Mais bon, je suis habitué aujourd'hui. Donc, normalement, on devrait avoir des clients, des utilisateurs qui se connectent à UI qui parle au Pet Store. Et ça, ce serait dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est complètement dynamique. Donc, si vous mettez un Blue-Green Deployment ou un Canary Deployment, qui a une nouvelle version qui est déployée, tout ce graphe, il va être mis à jour automatiquement. D'accord ? Donc en fait, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de faire la même chose. De choisir un autre composant de mon application legacy, de le réécrire dans un microservice, peut-être les pages d'admin par exemple, peut-être autre chose. Et là, on va dire que la difficulté technique avec Istio, elle n'est pas là. La difficulté, elle est d'en trouver les bons bouts qu'il faut extraire du legacy. Ça, c'est le vrai savoir-faire fonctionnel, technique. Ça devrait être ça la seule complexité. La complexité technique, elle n'est plus là. On peut vraiment sortir maintenant des bouts, faire de la glue entre eux. C'est assez facile, et donc on va pouvoir extraire bout après bout de mon application. Donc Istio, voilà, c'était une série de démos ratées pour vous montrer comment utiliser Istio. Istio est très fort pour justement ce côté, ce qu'on appelle traffic management, donc gérer le trafic entre vos différents services. Mais ça peut faire bien plus que ça. Ça peut faire par exemple des retries.
retry, pourquoi c'est intéressant? Vous avez un service qui parle à un autre, le réseau peut tomber, vous pouvez avoir une anomalie, et en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez faire des retries. Donc soit vous codez un retry dans chacune de vos applications, soit vous dites non, non, c'est la plateforme qui va me faire les retries. Et donc moi, avec du simple YAML, je peux dire, quand mon UI elle parle au Pet Store, hein, que le Pet Store répond avec une erreur ou ne répond pas, et bah tu réessayes 5 fois. Ça a l'air bête comme ça en fait, mais ça va introduire de la résilience dans votre application sans avoir à coder ça dans chacun des composants. Donc tout le code technique de retry, de A/B testing, de canary deployment, tout ça en fait vous pouvez l'enlever de vos applications et le faire porter à la plateforme. Et c'est ça l'idée en fait de Kubernetes et d'Istio, c'est de sortir tout ça dans une plateforme commune. Donc vous avez la notion des circuit breakers aussi. Quand un service parle à un autre, si ce service il est planté et qu'il y a un timeout, par exemple, au bout de 30 secondes, hein, ben, petit à petit, vous allez voir que la charge sur tous les autres composants sur le cluster va augmenter, parce que tous vont être en attente de ce composant-là. Et la bonne façon de faire, en fait, c'est que Istio va dire, mais attention, ce composant-là ne répond plus, donc c'est maintenant, moi, je vais le monitorer de façon asynchrone derrière, je vais attendre qu'il revienne en marche. Pendant ce temps-là, si tout le monde essaie de parler à ce composant-là, je vais leur répondre tout de suite avec une erreur. Je sais qu'il n'est pas capable de répondre, donc je m'intercale entre les deux, je fais un circuit breaker, je dis non, non, il y a une erreur ici. Et en fait, rien que ça, en fait, ça va faire baisser la charge sur tous vos composants. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de le coder dans chacun de vos composants, dans chacun de vos microservices. Vous allez le faire porter par la plateforme et vous allez le configurer avec du YAML. Vous pouvez faire plein de choses encore avec Istio. Vous pouvez, par exemple, limiter le nombre d'appels à vos composants. Quand l'UI parle au Pet Store, on peut dire à mon Pet Store, attention, c'est une application Java un peu vieillissante, on peut lui envoyer 10 requêtes par seconde. Au-delà, on ne garantit rien, elle peut planter. Donc vous pouvez définir ce type de limite avec Istio. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du TLS mutuel. Vous pouvez définir que tous les services qui se parlaient jusque-là en clair sur le réseau vont se parler tout à coup en HTTPS de façon complètement automatisée, sans modifier les applications. Donc ça c'est pareil, vous prenez une application existante et vous commencez à sortir des petits bouts. Juste par configuration, tous ces bouts vont se parler en HTTPS sur le réseau sans changer le code de l'application, sans gérer vous-même les certificats à la main, sans gérer le HTTPS dans ces applications. Tout ça, ça va vous permettre de moderniser beaucoup plus rapidement les applications en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Merci pour la mémoire d'Istio parce que je n'aurais pas pensé. Et il était là en train d'attendre. Désolé pour les démos qui ont planté. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mhm. Justement, on avait fait à la fin, on a dit il y a une autre façon de faire, c'est justement d'utiliser Istio pour faire en sorte qu'une partie de l'environnement qui va autour du microservice, on le délègue à Istio. Oui. Et finalement, il y a une époque où on nous disait, une époque il y a longtemps, quand je faisais des monolithes, on avait quand même quelque chose qui s'appelait un serveur d'application. Et qu'est-ce qu'on a critiqué ce serveur d'application? Parce qu'au final, il faisait plein de choses, dont 36 000 dont on n'avait pas besoin, donc on a dit, c'est l'application qui doit tout faire. Ouais. Et ben là, finalement, qu'est-ce qu'on dit? Ben, l'application, elle ne doit plus faire ça. Il faut qu'on la redonne à quelque chose d'autre, quelque chose qui s'appelle Istio. Donc finalement, on bâtit un serveur d'application distribué, mais on est en train de... C'est ça. C'est ça. On est en train de refaire le cycle, hein, clairement. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre du précédent cycle. Donc l'idée, c'est que vos applications, premièrement, elles ne connaissent pas l'existence d'Istio. Alors qu'en fait, les applications Java, Java EE, elles connaissaient l'existence d'un serveur d'application parce qu'elles étaient codées dans un framework bien particulier. Là, vous avez vu, mes applications, elles ne connaissent pas Istio. Je configure Istio de l'extérieur. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Ensuite, Istio, je peux l'installer à la carte. Contrairement à la plupart des serveurs d'application de l'époque, à l'époque, j'avais toutes les fonctionnalités ou aucune. Là, Istio, vous ne l'avez pas vu, mais je peux installer que certaines des fonctionnalités. Je peux désactiver toutes les autres. Donc, je ne suis pas obligé de payer le coût total de toutes les fonctionnalités. Je peux juste payer en fonction de ce que moi j'utilise. Si j'utilise ce que j'ai fait là, le traffic management, ça coûte quasiment rien. Si j'utilise le monitoring, ça coûte un petit peu plus. Si j'utilise le TLS mutuel, ça coûte un petit peu plus. Mais je peux vraiment définir, moi, ce que je vais activer dans la plateforme. Mais oui, ça ressemble quand même beaucoup.
Ce qui est intéressant, c'est que on est tout à coup aussi libre des technologies, des frameworks, des langages. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on veut, mais il y a des boîtes quand même qui veulent avoir cette liberté. Et on n'est pas là à dire, bah, je vais coder tout dans un framework pour un serveur d'application. Là, moi j'ai du Java, j'ai du Go, j'ai n'importe quoi. Ça cohabite, hein. Donc c'est un monde beaucoup plus ouvert quand même. Ça introduit une complexité aussi. Si on permet ça, bah, je me rappelle chez Uber, ils avaient un talk à une époque, ils disaient, bah, nous, on a permis à nos développeurs d'utiliser n'importe quel langage. Et puis bah, maintenant, on en a 58. Et c'est compliqué. Chez Google, je crois qu'on doit en avoir 4 ou 5 fixés maintenant. Euh, mais ça donne quand même pas mal de liberté. Donc oui, c'est un peu une boucle, mais où on essaie d'apprendre des erreurs. Et avis personnel, attention, forcément avis Ouais, valide, comme on ouais, dit. ouais. De la même façon, ce qu'on a pu constater, c'est quand on fait du Spring ou du microprofile, ce qui vous vend à côté, c'est surtout avec microprofile dernièrement, c'est du Just Enough Application Server. Donc finalement, plutôt que les 37 spécifications de Java Ouais, 2, ouais, ouais. pouvoir en prendre que 2 ou 3, Ouais, voire à peine plus. ouais, Donc finalement, la taille chute. ouais, Je ne parlerai même pas justement de notre buzzword de Quarkus ouais. Limono, mais on est en train de rattraper ça finalement, à ne choisir que ce qu'on veut également dans des architectures plus Ouais, classiques. ouais, ouais, ouais. Au final, à ton avis à toi, entre du plus classique Spring ou évolution du monde Java Enterprise et du passé sur du distribué à la sauce conteneurisé avec du Kubernetes et un sidecar ou un service mesh Istio, à ton avis, on va vers quoi? Bon, bon, Opinionative. ouais, on va vers cette deuxième étape, c'est clair. On va vers une plateforme qui rajoute plein de fonctionnalités techniques, comme je vous ai montré, traffic splitting, retry, etc., etc., logging, monitoring, tout ça, ça va venir de la plateforme. Et puis les applications, elles, elles vont porter beaucoup plus de fonctionnels. C'est quelque chose qu'on nous a promis depuis 30 ans en informatique, si ce n'est plus. Ça commence à venir. Je dis toujours, moi, on nous a toujours promis les Lego en informatique, où ah, je prends une brique là, je prends une brique là. Ça n'a jamais marché. Là, avec les conteneurs, avec HTTP, tout à coup, on a un petit peu ça. Je prends un pet store, je mets un Nginx devant, je fais tourner ça sur Kubernetes et ah, j'ai plein de nouvelles fonctionnalités sans toucher à mon code. Donc je pense que on va vers ça clairement. Bien sûr que ça va évoluer, ça va se simplifier, ça va changer, ça va faire que les frameworks qui étaient jusque-là les plus légers, ben, ils vont être lourds par rapport à ce qui arrive maintenant. Un framework comme Spring, il paraît très très lourd tout à coup, alors qu'à l'époque c'était le sauveur qui allait nous sauver de Java EE. Tout à coup, il paraît super lourd, mais on peut leur faire confiance pour rendre ça beaucoup plus cloud native aussi. Ce qui est sûr, c'est que dans le monde Spring, par exemple, il y avait toute la stack Netflix pour faire justement du circuit breaker. Ils sont en train de l'abandonner parce qu'ils voient bien que le futur, c'est de le faire ça dans la plateforme. Ça, c'est clair. Vous pouvez plus maintenant vous dire je vais avoir un seul langage, un seul framework. Parce qu'en fait, c'est bien un instant T, ça, un langage, un framework. Mais dans un an, et dans 2 ans, et dans 5 ans, est-ce que vous avez vraiment envie d'utiliser dans 5 ans le même framework qu'il y a 5 ans? Certainement pas. Mais vous avez envie de ne pas perdre ce que vous aviez déjà. Vous avez envie que tout ça, ça collabore, hein. Et donc là, avec cette solution que je vous ai montrée, ça va collaborer, ça va fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est les bisounours, hein, mais on va vers ça clairement. Clairement, clairement. Il y a aussi des concurrents à Istio. Il va y avoir des concurrents de plus en plus. Voilà. Désolé encore pour les démos.